Bonjour à tous et bienvenue dans ce Face à la presse consacré à la relance du marché automobile après le choc du coronavirus. Relance européenne en ordre dispersé pour un marché auto plutôt flageolant. L'Association des constructeurs européens estime les ventes du seul mois de mai en retrait de 52% par rapport à l'année dernière. Sur les 6 premiers mois de 2020 en Europe, la chute des immatriculations atteint plus de 41%. Alors la France est bien sûr au cœur de la tourmente. Les ventes ont chuté de moitié au mois de mai, après un moins 89 en avril, un moins 72 en mars. Ça repart un peu en juin, plus 1,24% pour le neuf et plus 30% pour le VO. La question reste, comment en sortir? Comment faire repartir la machine? Le gouvernement n'est pas le seul à avoir réagi. La plateforme automobile et le CNPA ont pris des initiatives. On va en parler avec le président du Conseil national des professions de l'automobile. Bonjour Francis Bartholomé. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le CNPA, c'est plus de 21 métiers de la distribution et des services. Vous êtes vous-même à la tête de plusieurs concessions automobiles dans l'Est de la France. Et pour vous interroger, mon ami Pierre de Villeneuve d'Europe 1 vous pose la première question. Bonjour Francis Bartholomé. Bonjour Pierre. 1,2%, ce premier chiffre qui intervient au mois de mai, après on l'a vu avec Jean-François, des mois et des mois qui se sont succédés de chute de vente d'immatriculation. Ce 1,2, est-ce que c'est un signal qui vous laisse penser que ça va être pérenne ou est-ce qu'on s'attend à une crise des ventes des automobiles à la fin de l'année? C'est un signal déjà inespéré, il y a encore quelques temps. Donc il faut prendre le chiffre comme étant une excellente réussite qu'on peut attribuer à différents points. Le premier, c'est vraisemblablement un premier rattrapage des ventes qui n'ont pas eu lieu pendant mars, avril, mai et juin. Rattrapage, ça veut dire qu'on va rattraper la casse de tous ces mois. Oui, parce que on vend d'ailleurs dans nos affaires maintenant, on est beaucoup à vendre beaucoup de locations longue durée, par exemple, ou de LOA. Ces produits-là arrivaient à maturité en mars, en avril, en mai, en juin. Donc ce sont des produits qui potentiellement étaient à remplacer. Il y avait de quoi. Le potentiel était là. Il est clair que ce plan de relance-là, avec son effet incitatif, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan des 200 000 voitures, attention, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, fait aussi avec le fait que les Français, la bagnole, la voiture, c'est quand même quelque chose. Tous les sondages nous le montrent encore. La phrase de Pompidou, la bagnole, c'est quand même quelque chose. Donc on s'attendait effectivement qu'il y ait un redémarrage, mais à ce niveau-là, en termes d'IMAT sur le mois de juin, et je pense même surtout, ce qui est très fort, c'est même pas les IMAT, c'est les commandes. Les commandes ont été, on les estime aujourd'hui à peu près entre 30 et 40% supplémentaires, ce qui est énorme. Donc cela nous met par rapport à votre question, d'abord, on a une satisfaction, mais deuxièmement, est-ce qu'on est capable de poursuivre ou pas? Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Est-ce que la consommation repartira d'une manière plus générale, quels que soient les métiers, au mois de septembre-octobre, pour le dernier quadrimestre? Je n'en sais rien. On va dire simplement qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est bon à prendre, on va le prendre. Je pense que juillet, août, poussé encore un peu par cette prime à la conversion, qui sera écoulé fin juillet pour la plupart des observateurs, oui, peut-être même avant. Je pense qu'aujourd'hui on était sur une trame de 20 000 voitures semaine, oui, à peu près, donc ça nous emmènerait en théorie vers le 15 août à peu près. Donc de toute façon, il faudra bien à un moment donné qu'on siffle à la fin de la partie, et c'est le gouvernement qui le sifflera avec un décret qui sera publié pour dire ça s'arrête à telle date. On va dire que ça va peut être prolongé aussi. Je ne pense pas dans les mêmes choses. La prolongation, on pourra peut-être en parler, mais je ne la vois pas de la même façon. Mais bon, ça veut dire quand même que juillet et août vont pratiquement être quelque part nettement meilleurs qu'ils étaient l'année précédente, puisque d'abord on a créé du portefeuille au mois de juin, donc on va livrer au mois de juillet, ce qui va être important. On a vraisemblablement encore des Français qui seront peut-être beaucoup plus présents sur le territoire au mois d'août, donc vraisemblablement qu'on continuera à faire quelques affaires et qu'on ira assez vite aux 200 000 véhicules. Ça, c'est très clair. Donc après c'est ce qui se passera. Pour nous, dans nos affaires, on va dire que globalement, l'effet qui a été impacté, qui était une crainte énorme, qui était la trésorerie, nos disponibilités,
ont été largement corrigés par ces fameux prêts d'État, ont été corrigés par le chômage partiel, ont été corrigés par les aides qui ont été apportées même à la petite entreprise. C'est pas, je veux dire qu'on a repoussé un peu ce tas de sable et qu'on voit plutôt les choses bien. Ce qui nous inquiète, par contre, c'est ce qu'on disait, l'activité septembre, octobre, novembre, décembre, et les conséquences qu'il y aura globalement sous la présentation de nos bilans et de nos résultats, de nos comptes d'exploitation qui vont être là. Les pertes, même si on parle de rattrapage, les pertes de 2 mois et demi sont quand même extrêmement importantes. Aucun groupe n'a déposé le bilan en France. Aucun groupe de distribution automobile n'a déposé le bilan. Aucun groupe n'a déposé le bilan, mais rappelez-vous, quand nous avions communiqué sur le sujet, on était particulièrement inquiet contre la première plan de relance qui avait été annoncé par le gouvernement. Peut-être même, je pense même à l'idée du président de la République, on parlait beaucoup de septembre, un plan massif septembre. Et là, clairement, on a réagi relativement vite. Le CNPA a réagi, mais on va dire aussi l'ensemble des partenaires du comité stratégique de filière. On les dit, c'est pas possible d'attendre. Et là, on avait dit, si effectivement il n'y a pas de relance avant, on va aller vers des catastrophes à partir du mois de juin-juillet. Donc le fait qu'on a pu être entendu, le fait que non seulement on n'a pas attendu le 1er juillet, mais qu'au mois de mai annoncer un départ au 1er juin a été quand même une très bonne chose pour nous. Si je comprends bien, Francis Bartholomé, à l'heure actuelle, ce qu'il y a d'encourageant, c'est que tous ces véhicules qu'on a vus sur les images qui étaient garés sur des parkings et dont on ne savait pas ce qu'ils allaient devenir, la plupart de ces véhicules ont été écoulés. Ce qui vous inquiète en revanche, c'est pour la suite, c'est-à-dire à la fois pour la production et pour la vente de ces automobiles à venir. Il est clair que s'il y avait, et pourquoi ne l'espérions-nous pas, une continuité forte de la demande, il est clair qu'on risque peut-être un élément de rupture à un moment donné de la part de l'industrie. Ça, ce n'est pas impossible. On peut manquer à un moment donné, effectivement, de véhicules. C'est déjà le cas pour le VO. Enfin, c'est une inquiétude très présente chez les professionnels du VO. Tout à fait. À 30% supplémentaires, aujourd'hui, on est dans une réflexion de recherche d'achat de VO. Ça, c'est très clair. Mais bon... c'est quand même, pour l'instant, j'oserais le dire, quelque chose d'un peu de riche, quoi. On est content de ce qui s'est passé, on va analyser les choses, et puis il n'y a pas que les ventes dans des concessions automobiles et dans nos affaires en général. Il y a aussi toute la partie service après-vente qui disons-le, marche plutôt même très bien. C'était là, on pouvait le penser parce que les Français et leurs voitures, les vacances, enfin, le déplacement, il y avait des retards là aussi à compenser, mais on a réellement dû très vite remettre l'ensemble de nos équipes de la prévente dans le cadre de nos entreprises. On a supprimé très vite le chômage partiel. Et clairement, aujourd'hui, on a des reports importants sur le sujet. Donc là, on voit bien que l'ensemble de nos activités, on est porté un peu par le crédit. Vous savez très bien qu'on vend du crédit et qu'aujourd'hui, si on replace et si on repousse des crédits anciens qu'on remplace par des LOA nouvelles, c'est aussi intéressant pour nous. Donc aujourd'hui, ça va bien. Septembre, octobre, novembre, je suis d'accord, il y a un sujet. Est-ce que, économiquement parlant, est-ce que cette reprise sera là? Est-ce que l'épargne des Français continuera à se porter vers nos voitures? Est-ce que globalement, si ça se fait, est-ce qu'on aura suffisamment les produits pour mettre en face? Ça, ce sont deux vraies interrogations. Et puis la troisième, c'est celle que je soulignais tout à l'heure. Quelle sera l'exactitude de la présentation de nos comptes financiers en fin d'année, où quelque part, il y a quand même eu des pertes importantes qui peuvent se traduire par une baisse de nos fonds propres en fin d'exercice. Finalement, c'est pas mal ce que vous faites comme démonstration, parce que c'est un peu une réponse de Jésus. C'est-à-dire que vous répondez à mes questions par des questions, puisque vous-même, vous n'avez pas la réponse. Mais là où, et corrigez-moi, où le danger existe pour l'ensemble de la filière que représente le CNPA, c'est d'accéder à une sorte de pyramide de Ponzi, puisque vous-même vous le dites, effectivement le PGE, ça n'est qu'un prêt, il va falloir le rembourser, et c'est le cas pour de nombreux acteurs que vous représentez, et ils ne pourront le rembourser que si eux-mêmes ont des clients qui eux-mêmes contractent des prêts. Oui. Peut-être avant de répondre sur ce PGE, qui est effectivement quelque chose qui nous tracasse, hein. Le fait que les métiers des concessionnaires, j'en suis un, mais je représente effectivement tous ces métiers dont on parle, on a aujourd'hui des métiers qui sont très en souffrance. On a des métiers comme la location courte durée qui est
c'est catastrophique pour ces gens-là. Donc, les réservations pour juillet chez les grands loueurs sont catastrophiques. C'est catastrophique. C'est des gens qui vivent les périodes de vacances, c'est le tourisme international, c'est les déplacements des Américains, les déplacements des Chinois, qui en plus de ça louent des voitures de qualité, leur permettant de visiter la France. Là, c'est zéro, c'est rien. Donc, des parcs qui sont en dormance, des pertes d'exploitation sur les voitures. Là, clairement, voilà un métier en souffrance sur lequel on est en train de tirer la sonnette d'alarme auprès des ministères, parce que là, il y a un vrai sujet. Vous avez d'ailleurs des informations sur Hertz, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ça a été... On sait que Hertz, maintenant, est sur le Chapter 11 américain, donc on sait ce que c'est. Qu'en est-il de la filiale française ? La filiale française, effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué de la part de l'État français de soutenir une filiale d'une société américaine qu'éventuellement peut-être que Europcar, par exemple. Oui. Mais bon... Europcar, c'est sauvé, entre guillemets. C'est sauvé puisqu'on parle de rachat éventuel par Volkswagen. Ce que je veux dire simplement, c'est que globalement là, ces gens-là, y compris pas les ETI, on va dire que ces gens représentent des ETI, les plus petits loueurs sont aussi dans de grosses difficultés. Et ça ne peut avoir aussi que des retombées demain sur le marché automobile. N'oublions pas quand même que ces gens-là représentaient entre 13 et 15% du marché du potentiel de vente annuel. Et c'est beaucoup d'emplois, les loueurs en France. C'est beaucoup d'emplois, j'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, c'est ces emplois jeunes, beaucoup de jeunes dans l'enfant, et je pense que là, il y a des inquiétudes très fortes. D'ailleurs, le bureau des loueurs chez nous, au CNPA, se réunissent régulièrement. On a décidé d'apporter effectivement tout le poids qu'on pouvait donner. J'espère qu'on aura des réponses positives de la part des autorités de l'État. Et c'est aussi l'autre facette du CNPA, ça n'est pas un paradoxe, mais on peut s'interroger, parce qu'il y a aussi maintenant la location de véhicules entre particuliers qui commence un petit peu à grappiller sur les grosses agences de location. Oui, alors ça fait partie de nos métiers nouveaux, des gens, de nos start-up nouvelles qui 21e métier du CNPA. 21e métier du CNPA, et ça, là, clairement, on peut que s'en féliciter. Ça a été, s'il y a une façon de faire évoluer positivement et de moderniser un peu notre syndicat, c'était effectivement d'aller vers ces nouveaux métiers. Ouais. Enfin, là, en l'occurrence, sur ce point précis, vous serez d'accord que c'est l'ancien contre le nouveau monde. Oui, mais c'est assez souvent sur le même marché, donc il y a un fauteuil pour deux. Vous savez, au CNPA, on est quand même un peu habitué dans ce genre de choses. Moi, rappelez-vous ce que j'ai toujours dit, la maison, elle est faite d'un conglomérat on s'ajoute les uns aux autres en quantitatif pour dire qu'on représente un poids. Et je sais que la deuxième chose que j'ai toujours dit, c'est qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui nous rapprochent que d'éléments qui nous séparent. Et on est tous en concurrence dans la maison. Aussi bien moi et les agents, entre nous-mêmes concessionnaires. Donc on est habitué à ce genre de choses. Le CNPA, ça va au-delà de ce chose. C'est pour ça qu'on a des organismes paritaires sur la santé, qu'on a sur la formation professionnelle, sur la convention collective. Donc on a des choses à se dire. Et puis, quand c'est difficile entre des métiers qui sont, comme vous le dites, un peu en concurrence, c'est un des rôles aussi du président du CNPA et du CNPA d'essayer de trouver la solution en interne pour trouver la moins mauvaise des solutions. Vous savez, je préfère qu'on discute sur des sujets quand on est ensemble dans la maison plutôt que discuter avec des gens qui sont à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile pour le président. D'ailleurs, comment se sont passées vos relations pendant tout le Covid avec le gouvernement et avec l'État pour préparer ce plan de relance, etc. Je pense que pouvoir dire que cette période non prévue a montré quand même que le CNPA avait une capacité à être entendu. Ça, c'est un point pour nous fondamental. Quand on était dans une situation de crise telle qu'on l'a connue, comme on l'a vécu, on avait besoin effectivement d'abord d'apporter une sécurisation et des idées nouvelles et de supporter un plan à faire venir. Et globalement, on a été sûrement à l'origine d'aller chercher, par exemple, y compris les véhicules thermiques et les voitures d'occasion. Voilà un des exemples qui fait que le CNPA, pendant cette période-là, en discussion avec les ministères, le ministre de l'économie, tous les lundis, recevait les différents acteurs. Clairement, j'ai eu l'occasion de le dire. À un moment donné, on a pensé que si c'était un plan de relance du type un peu uniquement basé sur une évolution de la deuxième prime à la conversion, qui était surtout l'électrique, que globalement, même en mettant des sommes extrêmement importantes, ne touchons pas les volumes importants, qu'on allait faire un pchit. Donc là, on a eu un rôle extrêmement important dans lequel on a été clairement extrêmement entendu. Et dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Écoutez, pour l'instant, je pense que le plan tel qu'il est là, on peut regretter ce qu'il n'a pas donné, le plan. On a été déçus sur un certain nombre de choses, notamment sur la prévente, on y reviendra peut-être. Oui. Mais sur la partie, effectivement, qui était à relancer l'ensemble de la filière, accepter que l'État accepte que, globalement, l'industrie et les services, ensemble,
aillent dans le même sens pour la même demande, ça a été quand même une bonne victoire du CNPA. Faut le dire clairement. Christophe Bourreau, RTL, nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Cécile Bartholomé. Bonsoir. J'ai une question très simple. Est-ce que vous pensez que la Covid a changé l'image de l'automobile? On le voit dans les sondages. Vous en avez souvent parlé au sein du CNPA, que la voiture a souvent été montrée du doigt. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé la perception auprès du grand public et auprès même de nos dirigeants sur l'automobile en France? Alors, auprès du grand public, je pense que là, il suffit simplement de consulter un peu, d'une part, les sondages qui ont été donnés sur l'utilisation de la voiture individuelle pour les déplacements du travail tous les jours, c'est 70-75%. Le déplacement pour les congés, il n'y a pas de problème, c'est fait. Sur l'image que l'on a par rapport à la voiture et le monde politique, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, notre façon de voir les choses est plutôt de parler des nouvelles mobilités avec la voiture et l'intermodalité et la place de la voiture dans un concept nouveau. Pour qu'on soit entendu, c'est plutôt ça qu'il faut que je passe. On voit que les maires verts ont réalisé de très bons scores. Vous pensez qu'aujourd'hui, le CNPA doit davantage négocier avec les mairies, peut-être qu'avec les départements ou les gouvernements, d'une certaine façon? On a, et vous le savez très bien, on a édité un document sur les mobilités au service de tous, qui a été distribué à l'ensemble de tous les candidats pour les municipales, qui a quand même marqué son esprit. Ce que je souhaiterais, moi, pour aller dans le sens de votre question, c'est que si on veut être un petit peu concret de temps en temps, j'aimerais, et j'espère le faire assez rapidement avec une municipalité supérieure à 100 000 habitants pour pouvoir parler quelque chose, d'un rôle que le CNPA pourrait apporter avec les propositions qu'il a effectivement écrites. Ça, c'est quelque chose qui serait relativement concret et clairement, c'est une de nos ambitions de travailler avec une ville demain. Moi, j'ai rencontré un maire très récemment qui est très très intéressé de connaître celui d'une ville que je connais bien, à laquelle j'habite. Mais il est clair qu'à un moment donné, le fait de connaître à peu près le parc roulant, à la fois intramuros mais aussi de l'extérieur, de connaître effectivement les déplacements, de travailler un peu sur l'intermodalité telle que le CNPA peut voir les choses. Il y a effectivement une complémentarité. Mais il y a tous nos métiers. Vous savez, quand on dit audible, quand on dit que le CNPA, c'est aussi les parkings. Mais les parkings, c'est la mobilité. Comme je dis, par exemple, c'est les loueurs courte durée. Vous vous rendez compte, tout cet apanage de métiers qu'on représente, qui détruit la mobilité, on est la mobilité par rapport à ça. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on en revient au paradoxe. C'est-à-dire que vous défendez, vous représentez à la fois les bagnolards et à la fois les militants anti-bagnolards. Je peux pas être le bagnolard. Il n'y a pas un peu de schizophrénie dans le CNPA? Ouais, ça non. Va non. Les paradoxes, on arrive à les vivre, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais à un moment donné, je dis que si frontalement, par rapport aux résultats des élections, puisque c'est un peu ça derrière la question qui est là, on apporte simplement l'idée que, non, c'est faux, il y a une mauvaise vue des choses sur la partie des émissions à la part de voitures diesel ou de voitures essence. À mon avis, on va se perdre, on ne sera pas crédible puisqu'on ne sera pas entendu. Il faut qu'on passe par autre chose. Alors que je sais par contre, on a des vérités encore à faire savoir, mais si on les fait directement et qu'on y va frontalement, on va se faire encore une fois... Vous savez, comme le jour j'ai prononcé le mot diesel un lundi matin pendant le Covid au niveau de Monsieur le maire, parce que le ministre était là, je lui ai dit, mais on est en train de demander, mais aussi les diesels. J'ai reçu dans les quelques jours qu'on suivit de la part d'un certain nombre d'organismes ONG bien pensants que j'allais tuer plus de voitures, plus de personnes que le Covid lui-même. Donc à un moment donné, je suis plus fondamentalement, on peut pas. Donc il faut qu'on donne. Vous avez du coup envoyé Fabrice Godefroy au front pour défendre les populations. Fabrice Godefroy fait bien le boulot. Il fait le service après-vente. Il fait le service après-vente. Il le fait très bien d'ailleurs. Mais on a besoin par contre pour parler de nos métiers et de la voiture, mais on ne parle pas que. Je rappelle que demain soir, je vais défendre le plan vélo auprès de la ministre. Donc, on a quand même cette force qui est la nôtre de représentativité, c'est cette intermodalité des métiers, et qui là nous donne quand même cette crédibilité. On peut être entendu. Et c'est vrai que le vélo, le scooter électrique, l'automobile, c'est l'idéal pour échapper au Covid-19. C'est un avantage considérable par rapport au transport public. Vous préférez passer 5 heures en voiture ou 5 heures dans un TGV ?
Moi, la réponse est évidente, c'est 5 heures en voiture, parce que je suis quelqu'un de voiture. Est-ce que beaucoup de Français vont pas se dire ça, et effectivement, revenir? Oui, oui, effectivement, moi je suis assez prudent. Effectivement, j'ai encore pris un TGV cet après-midi pour venir, et normalement je reprends un ce soir. Les péages ne seraient pas contre, d'ailleurs. Effectivement, il n'y a pas énormément de monde d'ailleurs dans les trains à l'heure actuelle, mais je pense qu'on est dans un phénomène peut-être. Vous avez gardé le masque dans le train? J'ai gardé le masque dans le train, mais j'aurais pu le retirer parce qu'il n'y avait pas grand monde autour de moi, à part le contrôleur qui est passé. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres personnes. Donc je veux dire que sur ce sujet-là, je n'opposerai pas. On n'a pas toujours vouloir opposer ce c'est pas notre rôle. Si même on observe que les gens, un peu comme nos amis chinois, parce qu'ils l'ont dit clairement qu'ils ne voulaient plus emprunter les transports en commun, ils voulaient emprunter leur voiture, et que ça a incité les gens à prendre. Bon, voilà, c'est plutôt une bonne chose, mais je ne rentre pas trop dans ce débat. Je préfère, moi, surfer sur le fait que les Français, nos compatriotes, aiment la voiture, qu'on dit ce que l'on veut, malgré Karbach, on aime la voiture, ça va se traduire dans les faits, mais à nous d'utiliser un peu cette intermodalité. Ce que je le répète, c'est on a des choses à faire, des choses à dire. Vous avez vu je pense que vous regardez les jeunes start-up aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de fort pour le CNPA, même si c'est vrai qu'on est en contradiction des fois avec le métier ancien et le métier nouveau, mais le métier ancien, il a à apprendre beaucoup du métier nouveau. Et vous savez, le métier nouveau qui ne pense que tout résoudre par le système de la plateforme qui fait tout, ils en reviennent aussi un petit peu. Il y a des choses à prendre des deux côtés. Moi, vous savez, je suis extrêmement prudent par rapport à ça. Mais pour répondre à la question, je ne vais pas aujourd'hui facialement me battre pour expliquer, effectivement, alors que j'en suis persuadé, que le diesel est moins polluant que l'essence. Est-ce qu'il n'y a pas un organisme, parce qu'on parle du lobby automobile, mais finalement on a l'impression que l'automobile n'est pas audible, c'est-à-dire que quand on parle d'émissions de CO2, on entend un peu tout et n'importe quoi. Comment vous comptez vous faire entendre et faire entendre certaines vérités, parce qu'on entend vraiment des contre-vérités sur l'automobile, qui, avec des impacts aussi sur l'emploi, qui sont quand même très très forts. Comment vous allez faire passer le message ? C'est le problème. On a l'impression que pour une certaine presse, que dès qu'on parle de la voiture, systématiquement, d'abord, prenez le mot diesel. Tout le monde dans la tête a pensé que le diesel n'existerait plus. C'est une aberration de parler diesel. Bon, voilà un exemple. Je ne dis pas ça n'arrivera pas, parce qu'on a un tel handicap avec ce qui s'est passé, le Dieselgate, que pour remonter ça, c'est pas facile. Mais d'une manière assez commune et assez facile, beaucoup de personnes ont déjà complètement enterré ce type de carburant. On est bien d'accord. Pour nous, par rapport à le faire, c'est pas en le démontrant en permanence, faudra écouter. Mais il y a quand même, à un moment donné, on a écrit ce pacte de mobilité dans lequel ces termes, on a quand même pris des scientifiques, on a pris des gens qui le disent. Maintenant, il faut qu'on soit audible et entendu. Je vous dis, quand je parle un petit peu diesel quelque part, je passe un petit peu pour le ringard de service, quoi. Attends, mais qu'est-ce que ce mec-là, il a X années de retard. Alors que si on veut regarder les vrais sujets demain, on revient à la théorie du CNPA qui est relativement simple par rapport à ça, et on a du mal à se faire entendre, c'est qu'en définitive, un parc de 34 millions de voitures, si on veut le rendre plus propre, ce ne sera pas que de l'électrique. Il y a obligatoirement, sauf qu'elle soit mixte, il faut de tout. Il faut adapter le moteur et la motorisation aux besoins de déplacement. Ça me paraît évident. Aujourd'hui, un Paris-Lyon avec une voiture, la meilleure des choses pour le faire, c'est une diesel. Aujourd'hui, qui va vous faire 3,5 litres de diesel sur un moteur pratiquement très propre. Il n'y a rien de mieux pour le faire. C'est clair. C'est un débat interdit, c'est tabou. C'est un débat. Alors c'est un débat qu'on a du mal à l'apporter parce que on a l'impression qu'on est passé du côté des ringards, quoi. On n'est pas passé de ce monde nouveau alors que ce que je viens de vous dire me paraît évident. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire. Puisque je suis à la réunion du président Macron à l'Élysée avec l'ensemble des constructeurs, on était présents quand même ce jour-là. C'est quand même été un succès pour les services qu'à l'Élysée, quand on parle effectivement d'un plan de relance, on soit présent. Et j'ai simplement dit les choses suivantes sur la prime à la conversion au président de la République. Et je lui dis, mais écoutez, à partir du moment où on va sur cette prime à la conversion, on fait effort et on apporte énormément au plan écologique. Si on remplace des voitures neuves par des voitures décarbonées, et il faut le faire, on le fait. Imaginez comment 34 millions de voitures vous allez le faire. Moi, je vous dis que si vous éliminez 10% des voitures les plus polluantes Euro 3 et demain, on va nettement améliorer la qualité du parc roulant.
c'est une évidence qu'une prime à la conversion, ça a été un effet positif pour la partie économique, mais c'est aussi un effet très positif pour la partie climatique. Qu'est-ce qu'il a répondu, président de la République ? Il a répondu qu'il a, il a mis, je m'excuse, mais il a quand même mis les thermiques et les voitures d'occasion. Ce qui n'était pas prévu au départ. Je ne suis pas convaincu que c'était bien prévu il y a quelques semaines avant, ou même quelques jours avant. Parce qu'on avait cette opposition qui est celle dont on parlait tout à l'heure, que c'est l'ancien monde, c'est ringard. Voilà, et ça s'est traduit à Lyon et à Bordeaux aux dernières municipales. Nous avons 2 maires qui vont bannir la voiture, s'ils tiennent leurs engagements. Écoutez, il sera très intéressant de voir comment ça va se passer, on va suivre ça de très près. Moi, vous savez, je prends le cas de Paris, puisqu'on on est beaucoup plus souvent là, et puis on a des professionnels dans Paris, on a créé un groupe de réflexion sur le sujet. Moi, je veux bien, mais actuellement, il se vend encore à peu près, il va se vendre cette année, à particulier, je dis bien, de l'ordre de 30 à 40% de voitures diesel. On est en 2020. Oui. Je veux bien qu'en 2024, il n'y ait plus de diesel, mais bon, il y a un sujet là. Il faudra peut-être qu'on se le pose tout de suite avant de dire tout est n'importe quoi. Parce que là, il va y avoir un problème. Et pourquoi on vend des diesels ? Pour une raison très très simple, c'est que les constructeurs, on peut les comprendre, ils ont besoin de faire 95 grammes de CO2 cette année pour éviter les pénalités. Si vous prenez des petites voitures aujourd'hui, même si vous faites 10% avec votre petite voiture de voiture électrique, je pense à des voitures très vendues dans d'autres pays, et à un moment donné, pour assumer la suite, c'est la voiture diesel qui viendra derrière, ou l'hybride, si elle existe dans la gamme, mais c'est la voiture diesel. C'est évident, parce que là, le manière de faire de 95 grammes. Vous pouvez en témoigner, vous-même, Francis Bartholomé, vous qui êtes à la tête d'un groupe de distribution, quand on a eu, justement, juste après le déconfinement, les journées portes ouvertes, les concessionnaires ont fait ça. Vous qui représentez différentes marques, Ford, Kia, corrigez-moi, Land Rover, Volvo, vous avez vendu quoi ? Vous avez vendu quoi comme voiture et vous avez vendu quoi comme voiture et quelle énergie ? Alors, on va dire qu'on est à peu près dans les statistiques de tout le monde, hein, moins que vous avez vendu du diesel en majorité. Oui, moins qu'un constructeur français qui a une petite voiture qui est dans le temps, qui va bien. On va parler de Renault et la Zoé, qui à mon avis a fait un énorme bond, là, c'est très clair. Pour les autres constructeurs, on a surtout vendu quoi ? Un peu d'hybride, pour ceux qui ont des hybrides. Quand même. Développer un peu de rechargeable. Ce qui vaudrait le coup qu'on revienne sur le rechargeable, parce que ça n'a pas été gagné non plus facilement, le rechargeable. Mais après, on a vendu à parité à peu près autant de diesel que d'essence. C'est à peu 50-50. près. Oui, sur ce qui est restant de l'existant, bien sûr. Dès que vous avez des... Vous savez, on a été connus, on l'avait dit ici, je crois, on a connu que les gens qui à un moment donné, on les a incités suite à cette crise du diesel qu'on a eu Dieselgate, les gens qui étaient passés systématiquement sur des voitures essence pour le même type de véhicule sont très vite aperçus là qu'ils consommaient entre 25 et 30% de plus. Vous savez, après les gens... les comptes sont vite faits. Les comptes sont vite faits, donc il y avait des gens qui étaient revenus au diesel. La recommandation dans un groupe comme le vôtre, justement, quand quelqu'un vient acheter du diesel, non pas qu'on soit dans un débat punitif ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a une recommandation en disant est-ce que vous êtes sûr que vous voulez acheter du diesel ou est-ce que on dit non, si vous êtes convaincu, on va vous en vendre un diesel. Il y a deux réponses à donner. La première, c'est que globalement, on est assez quand même explicatif par rapport à quels sont les besoins, quel est votre besoin de motorisation, pour quel déplacement vous faites. Ça c'est quand même important. Ça me paraît essentiel. La deuxième, inévitablement, c'est que dans ce plan de relance, je serais de mauvaise grâce de vous dire que de temps en temps, nos meilleurs de commerciaux ont quand même de l'ordre de vendre un peu les stocks qui sont effectivement présents. Vous n'allez pas vous abstenir de vendre des voitures. Oui, à un moment donné non plus, on ne peut pas se flageller, mais bon, vendre un diesel, c'est pas non plus aujourd'hui quelque chose d'irrécupérable. C'est pas encore un péché capital. C'est pas encore un péché capital, mais même si quelque part, on a l'impression de passer pour un peu des ringards, quand même, quelque part. Mais les stocks, ils étaient bien là. Bon. Un petit mot par contre sur un sujet qui a été assez compliqué, je pense, au niveau de nos discussions sur le plan de relance, ça a été les hybrides rechargeables. Pourquoi ? Parce que les hybrides rechargeables, ce sont des voitures, et il faut le reconnaître, qui peuvent faire 250, 300 chevaux, et qui ont un parti moteur électrique, et qui leur permettent de faire 45 grammes de CO2. C'est-à-dire, qui a la possibilité de faire 50, 60 km en tout électrique. Donc nous, ce qu'on a défendu, c'est le fait que la personne qui habite à 25-30 km de où il travaille, toute sa semaine, il rechargera en plug-in. Et sa voiture, il ira en électrique, comme tout électrique. Et puis quand il aura le dimanche la possibilité de bouger. On a défendu ce genre de choses, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, on vend quand même des véhicules essence, puisque c'est qu'essence en France, sur la prime. Alors qu'en Allemagne,
c'est diesel. Les Mercedes sont aujourd'hui diesel rechargeables. C'est vrai que là, c'est une certaine partie de gens qui avaient à donner un avis, à répondre sur le sujet, n'étaient pas du tout aussi favorables à l'hybride rechargeable. Et puis un non-dit sur l'hybride rechargeable, c'est qu'il y a des gens qui achètent un hybride rechargeable pour avoir la prime et ne rechargent jamais. C'est éventuellement, vous imaginez bien, j'ai l'impression d'entendre quand j'étais au cabinet de la ministre de l'Environnement, et elle m'a dit exactement ça. Est-ce que vous rechargez tous les jours ? C'est-à-dire que vous pouvez faire un sondage dans votre entourage. Moi, en l'occurrence, je l'ai fait dans le mien. Il y a, je peux parler de 9 personnes sur 10 qui ne rechargent jamais leur voiture rechargeable, qui roulent avec des voitures de 300 chevaux. Je peux vous dire essence. que je suis dans un milieu plutôt à ce type de véhicule, puisque la Champagne était une voiture à liaison. Il y a beaucoup d'hybrides rechargeables maintenant dans la Champagne. Je ne suis pas certain qu'ils rechargent effectivement, que ce soit leur premier souci de recharger la voiture. Mais c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas été aussi facile que ça de faire avancer le dossier. Déjà l'hybride rechargeable avait déjà été une évolution dans la réflexion de passer au-delà de l'hybride et bien sûr du full électrique de l'hybride. C'était déjà une première évolution qui n'a pas été évidente au début. Il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que vous attendez encore des pouvoirs publics d'ici la fin de l'année ? Est-ce que le plan tel qu'il a été négocié et établi vous suffit, entre guillemets ? Alors, en ce qui concerne le CNPA, notre déception peut-être par rapport au plan, c'est qu'on avait demandé effectivement qu'on ait une aide pour toute la partie après-vente sous la façon suivante, c'est-à-dire de faire en sorte que on puisse, dans ce fameux parc roulant dont je vous ai parlé tout à l'heure, se donner les moyens de faire entretenir les voitures à des gens qui n'auront pas encore les moyens et les possibilités financières, malgré les aides, de pouvoir acheter une voiture neuve, mais d'avoir un véhicule, on va dire de 6 à 10 ans par exemple, qui peut permettre, à un moment, en l'entretenant convenablement, de faire en sorte de revenir le plus possible dans les conditions initiales de sa voiture neuve. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. La deuxième chose que l'on sait, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne passent plus les contrôles techniques. Donc, il y a une aide quelque part, et puis globalement, il y a besoin de faire vivre aussi toute une partie de nos adhérents, de l'artisan. On a besoin, effectivement, on a demandé donc ce chèque qui peut permettre effectivement de répondre à ce genre de choses, ce chèque de 100 € dans lequel moi je l'ai positionné, ce jour, cette fameuse soirée au niveau du président de la République, je l'ai positionné toujours dans le cadre de ce que nous voulons, c'est améliorer l'état du parc roulant. Ça c'est très clair, donc c'est l'éco-entretien, c'est ce qu'on peut parler. Et puis aussi on a demandé, là je pense qu'on aurait pu l'obtenir quand même, l'effort sur la partie des pièces issu de l'économie circulaire, on va parler dans le terme. Je pense qu'il aurait pu avoir un effort sur la TVA ou un chèque. Bon, ça n'a pas été dit. Bon, je sais qu'apparemment la TVA c'est très difficile à changer puisque Bruxelles doit donner son plan sain, mais globalement là, je pense que ça aurait montré quand même une bonne idée aussi d'aller dans ce sens un petit peu de ce que l'on recherche au niveau faire gagner du pouvoir d'achat faire gagner du pouvoir d'achat, faire que des métiers fonctionnent plutôt bien, parce que les métiers aujourd'hui de l'économie circulaire sont des métiers importants. Qui reprennent aussi de l'importance avec les primes à la casse, on est bien d'accord. Tous ces métiers-là aujourd'hui, voilà, on va dire que beaucoup de nos métiers, à part les aides qu'on a connues, on est bien d'accord qu'elles ont bénéficié, on a été un peu déçus sur ce plan-là en pensant qu'il pouvait y avoir ce fameux éco-chèque tel qu'on pouvait l'élever. Mais on n'a pas perdu, puisque je sais que nos amis du MEDEF ont repris l'idée, ils sont en train de le demander. Je pense qu'il faudra bien aussi qu'on arrête un jour cette prime à la conversion, il faudra bien une suite à la prime à la conversion. On va en discuter comment c'est demain soir avec Madame Borne, parce que le plan vélo c'est bien, mais je pense que le vrai sujet il est la fin de la prime à la conversion, et je pense que là il y a un certain nombre d'idées qui vont sortir. Il y a le plan vélo et le plan Vélard pour vous qui vendez des Range Rover, évidemment. C'est très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci Francis Bartholomé d'avoir répondu à notre invitation, et sans doute avant la fin de l'année, on aura le plaisir de vous retrouver.